Introduce the workshop and CPRA in French is Joelle Duroul, who you've already met, and she is our Quebec Francophone liaison. Du Québec, j'aimerais aussi reconnaître MJ Akande, qui est la directrice des opérations à la CPL. Et sans elle, les ateliers ne seraient pas possibles. Donc, merci beaucoup à MJ. Alors, je vais aussi en dire que, comme Bureau national, nous sommes situés à Ottawa. Et j'aimerais reconnaître que la CPL est située sur les territoires traditionnels non cédés des Premières Nations algonquines et Mohawks. Et nous reconnaissons la pression historique des terres, des cultures et des peuples originaux dans ce que nous connaissons maintenant comme le Canada. Et nous visons à contribuer à la guérison et au voyage de décolonisation que nous partageons tous ensemble. Pour ceux d'entre nous qui sont des colons, par notre travail à CPL, nous nous engageons à reconnaître et à honorer les relations entre les peuples autochtones, leur mode de vie et leurs terres. J'aimerais également reconnaître les circonstances difficiles. Et nous avons troisième des 5 ateliers. Donc, Joël et moi voulons vous présenter à la CPL. À toi, Joël. Merci, Christa. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous pouvez entendre l'atelier en français en sélectionnant le bouton interprétation en bas à droite et puis français. Donc, maintenant, je vais vous présenter la vision de la CPL. La CPL est une coalition de toutes les associations provinciales et territoriales de parcs et de loisirs du Canada. Collectivement, nous rêvons d'un Canada où chacun peut vivre des expériences récréatives et enrichissantes et accessibles qui permettent aux individus et aux collectivités de s'épanouir tout en protégeant notre environnement naturel et bâti. L'association est une organisation nationale qui veut réaliser tous les... Au cours de nos 60 ans d'existence, nous avons été la voix des intérêts collectifs et pour la recherche et les politiques. Nous sommes un réseau national qui s'occupe aux communautés et à l'environnement naturel. Il sert de ressource pour faire développer notre secteur. La force collective de la CPL, c'est d'être un réseau constitué de 13 associations provinciales et territoriales qui partagent leur expérience et leur savoir-faire. C'est aussi de pouvoir compter sur les membres du conseil d'administration, l'effectif provincial et territorial, les bénévoles, les partenaires gouvernementaux et les secteurs alliés qui participent à la réalisation des objectifs. C'est enfin un bureau national composé de 8 employés qui assure la permanence. Donc, nous avons lancé plusieurs initiatives au cours des ans, notamment le banc. Et si vous avez participé au webinaire précédent, vous savez que nous avons lancé le banc au cours de l'été 2020 et nous fournissons des informations sur COVID-19. Et c'est une communauté en ligne qui peut grandir et travailler ensemble. Nous voulons mettre différentes ressources sur le banc. Il y a un portail sur les parcs, développement, perfectionnement professionnel. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir, on vous recommande de le faire. Et individuellement et collectivement. Plus nous sommes nombreux à nous en servir, plus nous pourrons développer. Nous allons lancer une mise à jour et nous allons chercher à être plus convivial et lancer. Nous vous encourageons encore une fois à vous inscrire au banc et à nous aider à développer cette communauté en ligne. Donc, avant de commencer, céder la parole à nos conférenciers, je mentionnais que nous utilisons les traductions simultanées. Donc, allez à l'icône et ensuite, nous allons aussi servir par inscription. Donc, à toi, Joël.
Merci, Christa. Donc, Prochaine diapositive. comme vient de dire Christa, donc Comme Christelle disait, ce webinaire en interprétation simultanée, vous devez cliquer sur le bouton interprétation dans le bas à droite de votre écran et choisir le français. C'est François Godbout qui fait l'interprétation aujourd'hui. Merci à lui. Je viens de vous mettre un lien vers les slides en français dans la partie discussion. Comme ça vous aidera à suivre aussi. Et puis, il y avait une question. Ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera disponible sur le banc que Christa vient de vous présenter. Merci. Merci, Joël. Donc, nous avons l'occasion de poser les questions et réponses après les présentations. Et si vous avez des questions, entrez-les dans la questions et réponses et notre modérateur, Joe Doiron, va chercher à répondre à plus grand nombre de questions possibles. Nous apprécions votre rétroaction et vos commentaires. Nous allons envoyer un courriel. Donc, nous voulons améliorer sans cesse notre présentation. Dans un jour ou deux, vous pourrez voir cet enregistrement en ligne sur le banc. Si vous voulez les réécouter, vous pourrez le faire sur le banc. Enfin, nous allons ouvrir un groupe de discussion qui vont couvrir les discussions d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou partagez des ressources ou des idées, vous pouvez le faire sur le banc. Donc, je demande maintenant à Mike Roman, notre président, et nous dire quelques mots de bienvenue. À toi, Mike. Merci, Christa. Bonjour tout le monde. Au nom du conseil d'administration, je vous remercie d'être présent aujourd'hui et de participer, puisque nous sommes plus de 200 aujourd'hui. Merci aussi à tous nos présentateurs d'aujourd'hui et tous ceux qui travaillent à rendre ce webinaire possible. Nous sommes très fiers de l'équipe que nous avons mis ensemble pour appuyer ce travail. Ça a été fait par Sport Canada avec le partenariat de Sport Canada et nous travaillons en partenariat avec les parcs. Nous savons qu'il est important d'avoir profité du plein air, du grand air et de se connecter avec la nature. La pandémie, je pense, a accentué ce besoin et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai mentionné que nous sommes fiers de notre partenariat avec les parcs et j'aimerais vous présenter Catherine Doiron, qui travaille à l'Agence de santé publique du Canada dans le domaine des maladies chroniques. Elle est gestionnaire d'une équipe fédérale, provinciale, territoriale et travaille dans le domaine de l'activité physique et des loisirs. Elle est originaire du Nouveau-Brunswick. Elle a une maîtrise en administration publique. Donc, à toi, Catherine. Merci, Mike, de cette présentation. Au nom des parcs, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et d'appuyer votre atelier qui met l'accent sur le plein air et les activités à l'extérieur. Nous sommes très contents de pouvoir travailler avec vous et c'est une initiative dont Mike vient de parler. Vous savez que le transfert des connaissances permet d'atteindre davantage le domaine et la réponse à la relance des activités après COVID. C'est maintenant le temps d'y procéder. Le pays continue à faire face aux circonstances changeantes qu'a entraîné la COVID. Nous connaissons l'importance de permettre les jeux à l'extérieur et des loisirs non organisés. Et nous avons entendu les conseils de la santé publique dire qu'il y avait peu de risques pour transmission et que c'était recommandé pendant la COVID.
tous les Canadiens ont accès à l'extérieur et ont l'occasion d'augmenter leur comportement à l'extérieur. Et aussi de se sentir plus connectés avec leur environnement et avec leur communauté. On reconnaît qu'il y a le lien entre le travail et le sujet d'aujourd'hui et le travail que nous accomplissons. C'est une vision commune d'activité de plein air et nous cherchons à favoriser les travails dans les petites collectivités et de mettre en place des actions concrètes, des mesures concrètes. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente cet atelier et je hâte de vous entendre la discussion d'aujourd'hui. Merci à tous. Merci, Catherine, et merci à Mike aussi pour tes mots de début. Je vais présenter Joe Doiron, qui va être notre modérateur aujourd'hui. Il a travaillé pendant 30 ans dans le secteur public. Et Joe est consultant depuis 2019. Il travaille en planification stratégique, gestion de projet, facilitation, activation communautaire. Il est membre de l'équipe de leadership de l'ACPL et est mon partenaire dans ce domaine des ateliers depuis le début. Et merci pour sa présentation. À toi, Joe. J'espère que vous allez aimer notre présentation d'aujourd'hui. C'est un grand partenariat que nous avons. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de me joindre à vous et c'est un plaisir pour moi de vous présenter quelqu'un. Nous sommes contents d'avoir des leaders dans ce domaine aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais vous présenter d'abord chacun au moment de leur présentation et ça va prendre peut-être 45 minutes en tout, à peu près 50 minutes. Et ensuite, nous allons revenir et avoir nos conférenciers se réunir pour faire une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans les questions-réponses ou dans le chat et nous allons puiser à même ces questions pour cette partie de notre discussion. Donc, commençons. Notre premier conférencier est John Frydenberg. Non, ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Donc, allons-y rapidement. Nous allons passer. Voici les aspects que nous allons couvrir aujourd'hui. Nous allons transférer avec vous. John est le fondateur, président d'une association nationale et dans le secteur des loisirs. Il a une longue expérience comme leader et chef de file dans les loisirs, dans le secteur privé et non gouvernemental en politique et prestations de programmes. Et il est aussi le responsable de l'initiative nationale pour la CPL. Donc, c'est un plaisir de vous présenter comme premier conférencier. Alors, à toi, John. Merci, Joe. Nous allons parler plus tard que ma carrière a été longue. Donc, je suis ici pour vous parler du 4e atelier de Récrévolution et c'est tout à fait à propos de ce qu'on vient apprendre depuis COVID a eu un impact sur notre secteur. Notre projet est une initiative qui a trait à la relance après COVID et ça touche 4 activités de recherche, l'examen de la documentation, l'analyse des enquêtes, les groupes de consultation et les meilleures et prochaines pratiques. Et 4 rapports distincts ont été produits, aussi un résumé, et tout ça est sur le banc. Donc, si vous n'avez pas encore inscrit au banc, je vous encourage encore une fois à le faire. Ça contient énormément d'informations précieuses. C'est là que se trouve notre information. C'est le 4e
des 5 ateliers que nous allons avoir depuis octobre. Je, je pense que donc la représentativité, l'équité, l'accessibilité, l'inclusion et les loisirs comme éléments essentiels de la vie communautaire. Tout ça a été enregistré et c'est disponible sur le banc. Je vous encourage à aller voir ces ateliers. Et ces ateliers comprennent le transfert des connaissances. Ils sont aussi sur le banc. Bon, avant de passer je veux qu'on sache que la situation au pays varie d'un endroit à l'autre en cause de la réglementation et notre intention, c'est de fournir des faits et des informations, mais de ne pas faire de recommandations parce que vous devez faire vos propres plans. Donc, nous ne vous recommandons pas à cause des situations qui ne sont pas les mêmes d'une partie du pays à l'autre. En ce qui concerne les défis et les changements, on a appris beaucoup depuis mars 2020 au sujet de la COVID. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Notre équipe a commencé à penser à tout ça en 2020 et ça a été un long processus et on a appris beaucoup de choses. On a appris que l'environnement a été difficile pour tout le monde parce que on a appris à exercer de nouveaux rôles, de nouvelles fonctions, par exemple la distribution des aliments ou les tests pour des sites temporaires pour les tests. On a dû faire des décisions très rapidement et certainement que notre main-d'œuvre est fatiguée et près du burn-out. J'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui sont en burn-out présentement à cause de la surcharge et des gens qui décident de prendre leur retraite ou de changer de domaine de travail. Et on avait un problème de main-d'œuvre avant la pandémie et maintenant c'est encore pire. On va devoir vivre pendant longtemps. Je ne sais pas si on va jamais retourner à une nouvelle normalité. Je pense qu'il y a de plus en plus que la communauté pense que va devoir apprendre à répondre à des situations à court et à long terme. Mais nous savons que la nouvelle normalité est peut-être difficile, mais il n'y a pas eu de précédent. Il y avait un article récent qu'en 1960, personne pensait à sauter par-dessus pour le saut en hauteur, à sauter par-dessus une barre de reculons. Mais c'est ce que Dick Fosbury a fait. Et c'est une nouvelle façon de le faire maintenant. Donc, c'est un changement qui n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est toujours quelque chose qui dérange. Et les conditions sont différentes maintenant partout au Canada. Dans certaines régions, il y a des différences dans les mesures et restrictions de santé publique, les fluctuations des taux d'infection, des niveaux de vaccination ne sont pas les mêmes. Donc, les conséquences, c'est que il y a différentes façons de faire. Des gens ont refusé certains mandats de vaccination. Donc, c'est difficile pour les gens en première ligne. Comme leader, on ne peut pas avoir peur du changement, de l'inconnu. Et on doit accepter le changement et y faire face de notre mieux. Donc, il faut gérer. La clé de l'adaptabilité, c'est d'être proactif le plus possible. Et il y a des circonstances imprévues, mais c'est d'établir nos propres priorités. Une des choses qui n'a pas changé et qui ne changera pas, c'est que notre secteur est un secteur qui s'occupe des personnes.
Et quand je parle de personnes, je parle des clients, des employés, des collègues et des bénévoles. On ne peut pas ignorer leurs besoins. En fait, ça devrait être une priorité. Et à mesure que les restrictions changent et que les installations et les services, il semble y avoir un consensus qu'il faut réagir de façon claire et que la communication claire et concise et rassurante est toujours la meilleure politique. Et plus on est clair dans nos communications, plus il y a une corrélation entre les communications et le taux de retour une fois que la réouverture des installations. Donc, c'est important de comprendre parce que communiquer maintenant va donner de meilleurs résultats plus tard. Il y a des politiques, des changements dans les politiques, dans les pratiques, et on sait que de plus en plus, on se dirige probablement vers une situation où on aura un mélange entre les programmes en personne et les programmes virtuels, et peut-être dans une proportion de 65-35, par exemple, 65 et 35 Et ça va avoir un impact sur notre programmation. C'est important de faire preuve d'empathie, de savoir écouter les besoins et les désirs des gens. Et aussi, on a toujours été capable de travailler ensemble et d'organiser des choses. C'est toujours une bonne chose. Et c'est essentiel maintenant. On ne peut pas agir en vase clos. On doit être en contact avec tout le monde. Et personne ne peut prédire ce qui va se passer, mais on sait qu'il y a des conséquences à court terme, mais aussi il va y avoir des conséquences à moyen et à long terme. Et les changements vont venir par une combinaison de nouveaux règlements et de nouvelles normes qui sont imposées, mais aussi par les besoins du personnel et des clients. Et les changements sont dictés par des règles et des normes. Et à court terme, il est probable qu'il va y avoir des limites de capacité. Je pense que c'est probable et que c'est ce qui arrive présentement pour les activités de groupe à l'intérieur. On sait aussi qu'il va y avoir des aménagements novateurs qui sont importants, qui sont introduits présentement dans les installations et les rénovations. On parle, par exemple, comme des corridors plus larges, plus d'automatisation, l'assainissement et la filtration de l'air, l'aération des cheminées d'air frais et toutes ces choses et les nouveaux programmes aussi. Il s'agit, je pense, de savoir combiner les activités à l'intérieur et à l'extérieur. Mais je pense que de plus en plus, il va y avoir plus d'activités à l'extérieur. Évidemment que la planification comprend toutes sortes de choses, mais une des choses, c'est comment savoir qu'on peut avoir nos désirs n'ont pas changé, mais nos directions sont limitées par les budgets. Comme toute chose, on peut planifier, mesurer et planifier, exécuter et mesurer et enregistrer et ajuster aux besoins. Merci beaucoup. Merci, John. On apprécie ton exposé. Je pense que c'est toujours une bonne chose de savoir où les choses s'en vont et de garder les choses adaptées et l'importance critique de changer et le secteur d'être réactif et aussi proactif dans la gestion du changement. Donc, prochaine diapo. Donc, c'est mon plaisir de vous présenter notre prochain conférencier. Troy est professeur et chef du département de la faculté de la récréation et des loisirs à l'Université de Waterloo.
Il est aussi directeur du réseau de recherche en santé communautaire. Et dans ses rôles, il met son accent sur la création d'espoirs transformateurs. Et son travail a contribué à l'aménagement, le réaménagement des espaces communautaires. Parmi les thèmes de son travail, examine divers contextes qui convergent autour des thèmes plus larges de la qualité de la vie communautaire. Il dirige, comme j'ai mentionné, il dirige la recherche de la CPL, qui fait avancer la vision commune de la politique fédérale, provinciale, territoriale sur l'activité physique. Donc, à toi, Troy. Merci, Joe. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui et de couvrir ce domaine. Comme Joe mentionné, j'ai une vision commune, comme initiative d'entreprendre comme vision commune. Je vais donner crédit à Krista et à Rebecca Mears, avec qui j'ai travaillé sur ce projet. Et je l'ai aidé à mettre sur pied ce projet. Et je vais aussi reconnaître EHAD, l'Agence de santé publique, pour son travail dans ce domaine. Donc, passons à la première diapo. Je pense que le mot, un des mots qui a été utilisé le plus différemment a été de pivoter. John l'a mentionné. Et la réalité, c'est que les Canadiens doivent vivre différemment au cours de la pandémie, non seulement pour éviter l'infection ou changer leur comportement, mais aussi parce qu'il y a été changement de changer leur vision de la santé publique. Par conséquent, les Canadiens ont eu cette façon de voir comment se tirer d'affaire. Une des principales préoccupations et restrictions de la santé publique qui a été mise en place au cours de la pandémie, ça a été la distance physique. Et j'aimerais dire que, est-ce qu'on peut cesser de dire distanciation sociale? Parce que si vous avez utilisé cette distanciation sociale, arrêtez, s'il vous plaît, et utilisez distanciation physique. Et je le dis parce que quand on dit de s'isoler et d'éviter, pour éviter ou limiter la propagation de l'infection, on doit dire qu'il y a un besoin pour les besoins, même en isolement, de continuer à se connecter socialement. Et l'idée d'encourager à dire une distanciation sociale est contraire à leur santé et à leur bien-être. Donc, je veux dire que c'est important à mesure qu'on passe au contenu du travail à l'extérieur, ce qui est sécuritaire et ce qui est sain pour les individus dans ces espaces. Prochaine diapo. Donc, dans les circonstances normales, la distanciation physique n'est pas naturelle. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites qui parlent de la valeur, de la connexion sociale et du besoin, comme être humain, d'être connecté socialement, en personne, avec les autres humains. Par conséquent, au cours de la pandémie, je pense que la distanciation physique et les restrictions qui ont été imposées dans ce domaine ont eu des effets très profonds sur le bien-être des gens. C'était l'objectif de se sentir isolé et
j'aimerais parler de la différence entre l'isolation sociale, l'isolement social et la solitude. Une est objective et l'idée est que l'individu qui est isolé socialement n'a pas de rapport d'appui en période de crise. La solitude est une absence subjective de soutien informel. Et je pense que ça affecte tout le monde. Et surtout en période de pandémie, on peut avoir des relations de soutien, mais à cause de la situation, de la distance sociale, on n'a peut-être pas la possibilité de connecter avec ces relations et par conséquent, on se sent isolé et seul. Ce qui a affecté les Canadiens, pas juste en période de pandémie, mais qu'à des niveaux déconcertants. Prochaine diapo. Je vais vous présenter cette information sur l'isolement social et la solitude. C'est sorti en 2020, au début de la pandémie, et je crois que ces chiffres parlent d'une période plus faible, où les besoins n'étaient pas aussi importants que présentement. Je veux dire, le texte que j'ai ajouté, les pourcentages que j'ai placés indiquent le nombre de Canadiens qui se sentent seuls, isolés ou les deux. Et si vous allez remarquer, on parle de plus de la moitié de la population. C'est déconcertant quand on pense à la santé et au bien-être des gens, parce qu'on vient ainsi à reconnaître l'importance des connexions sociales pour la santé et le bien-être des gens. Dans ma propre région de Waterloo, on a fait une étude en 2021 sur les résidents. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils ressentaient et 70% étaient d'accord que je me suis senti plus seul que jamais, que normalement au cours de COVID-19. De plus, 72% sont d'accord en disant que je crois que l'isolement social a eu un effet négatif sur mon bien-être personnel au cours de COVID-19. Encore une fois, alors qu'on essaie d'éviter la propagation de l'infection, c'est évidemment une menace sérieuse à notre bien-être. En même temps, les restrictions en place ont eu un effet négatif sur les sentiments d'isolement. Donc, au cours des 10 dernières années, on a fait des recherches sur un projet qui a ramassé énormément d'informations qui disent que l'isolement a un effet sur le bien-être. Par exemple, Julianne dit que, Holt-Lundstad dit que la solitude, il travaille dans le domaine de la solitude et l'isolement social, que pour souligner comment critique peut être l'isolement et la solitude, et le sentiment d'isolement, en disant que c'est aussi l'équivalent de fumer 15 cigarettes par jour. Et je dis ça parce qu'on a eu, alors qu'on traverse une pandémie qui a trait à COVID-19, on vit aussi on passe à travers une épidémie de solitude. Et ça a un énorme impact sur la santé des Canadiens. Je sais qu'on peut tous apprécier les efforts de la santé publique à restreindre et de façon créative les installations. Il y a plusieurs Canadiens qui ont vécu à travers différentes activités et en respectant les lignes directrices de la santé publique et en utilisant les espaces et les endroits
qui leur sont accessibles. D'après moi, cette diapo, c'est récent, ça nous amène à parler de les loisirs en public sont ressortis comme façon de travailler consciemment et inconsciemment à l'enrichissement personnel et au plaisir pour faire avancer la santé et le bien-être. Les loisirs en public sont des récréations, des sports pour équilibrer notre vie et ça se fait en public, dans des espaces publics, dans différents endroits en plein air. Ils nous sont accessibles dans ces périodes difficiles de restrictions de santé publique. Je veux dire que quand il parle des preuves quant à comment faire travailler l'activité physique que de sortir dehors, comme professionnels, comme chercheurs, nous devons souligner ce point parce que si on veut que le public participe et soit actif, les encourager en toute saison de l'année, y compris l'hiver, pour des activités de plein air. Vous allez remarquer que cette photo a été prise à Toronto au début de la pandémie. C'était un effort par parc et les annonces des parcs à imposer des restrictions et permettre aux gens d'aller dans leurs espaces publics. Et c'est des pratiques qui sont encore en place à certains endroits. Mais ce qu'on a appris depuis, c'est que on avait encore plus confiance comment les espaces en plein air sont sécuritaires. On m'a demandé de changer un petit peu le rouge de risque plus bas, que les risques à l'extérieur de transmission de la COVID sont plus bas. Mais je pense que toutes les preuves disent que c'est beaucoup moins dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et en réalité, quand on regarde aux preuves à l'appui, il ressort qu'il y a beaucoup moins de risques dans les activités de plein air et que les auteurs ont déclaré que les très rares cas de transmission à l'extérieur étaient par interaction très proche, pour des périodes prolongées, en contact pendant très longtemps et dans des endroits où il y avait un mélange entre activité intérieure et extérieure. Et c'est ce que les chercheurs ont découvert étaient des facteurs qui avaient permis la transmission. Et tout récemment, une étude aux États-Unis ont examiné 1000 joueurs de football pour voir quel était, s'ils pratiquaient à l'extérieur contre à l'intérieur, l'impact que ça avait sur le taux de transmission de COVID-19. Et sur les 1000 joueurs ou athlètes qui ont été examinés, 0 cas. Donc, il y a un risque, certainement, mais il est très, très faible. Prochaine diapo. Ce qui m'amène à parler de où ont lieu les transmissions. Tout l'effort a été placé sur des activités à l'extérieur, de porter des masques, de fermer les terrains de jeu pour les enfants et de restreindre dans un environnement extérieur. Je pense que c'était énorme par rapport à où avait lieu la plupart des transmissions, qui étaient à l'intérieur, surtout dans les lieux de travail, les endroits publics. Je pense que c'est important de souligner cet aspect.
Et quand on parle de l'extérieur, il y a deux genres d'espaces. Il y a les espaces verts, les grands parcs, mais je veux aussi parler des autres espaces, les espaces durs. Et quand je parle d'espaces durs, je veux dire des rues, des trottoirs, des stationnements où l'asphalte règne partout et qu'on n'a jamais considéré comme des endroits de récréation. Prochaine diapo. J'ai appris quelque chose, c'est que nos voisinages, nos quartiers ont plus d'importance que jamais. Et je dirais que même les Canadiens s'engagent davantage dans des activités de voisinage à cause de COVID-19 comme façon de survivre en temps de pandémie. Et je crois donc que c'est des espaces très importants dont on doit tenir compte. Prochaine diapo. Ça nous amène à parler de la vision commune et c'est l'espace d'initiative pour promouvoir l'activité physique et pour souligner l'importance comme groupe commun pour faire avancer l'activité physique au Canada. Nous savons qu'on ne devrait pas se concentrer juste sur l'isolement social, mais aussi, on devrait donc aussi, on a travaillé à développer, aider les Canadiens à pénétrer dans leur environnement immédiat. Les 8 stratégies qu'on a soulignées dans cette stratégie. Premièrement, augmenter, naturaliser notre environnement avec des plantes, des fleurs, des jardins communautaires. Ça peut des jardins portatifs, des journées de stationnement et organisées comme activité. Prochaine diapo. On peut aussi activer nos communautés avec des activités physiques, par exemple des sports, des démonstrations de sport, ou mettre de l'équipement à la portée des gens. Par exemple, des patinoires à l'extérieur, le yoga dans la rue, marqué à la craie des terrains de sport. On peut aussi culiniser, par exemple, incorporer la distribution ou la consommation de nourriture, par exemple, des camions ou des stands. On peut aussi spectaculiser, c'est-à-dire avoir des spectacles, des concerts ou des jeux de musiciens. On peut avoir des cinémas, des feux d'artifice, des parades. On peut aussi avoir des festivals ou des événements. On peut fermer les chemins pour avoir des jeux. On peut aussi embellir les choses, utiliser l'art pour apporter du relief et encourager l'activité créatrice des gens. Décorer les rues, les arbres. On peut aussi rendre plus conviviales les choses. Apporter des chaises ou des espaces où on peut converser ou s'asseoir ensemble. Apporter des chaises dans un endroit public. Ou réorganiser notre cours. On peut aussi ajouter des jeux, ajouter des endroits pour jouer, pour encourager les activités de ce genre dans les voisinages. Par exemple, une balançoire à un arrêt d'autobus, comme on a vu à Montréal.
d'autres considérations. Quelle est la pertinence des voisinages? Un peu identifier des espaces qu'on peut cibler pour appuyer les voisins et les intérêts à être plus actifs physiquement. Mieux rebâtir mieux et repenser les choses pour encourager plus d'activité physique, que ce soit en fournissant l'équipement ou en élargissant les trottoirs. Ces efforts vont avoir un effet à long terme sur l'activité physique dans les voisinages. On doit penser aux saisons qui posent des défis, par exemple l'hiver. Comment encourager les gens à être à l'extérieur quand il fait froid et en période difficile. On doit aussi penser à la police et à la surveillance des espaces publics. Beaucoup de ces efforts permettent les voisins à s'engager dans des activités sans demander la permission. Et quand on surveille ces activités, il faut être conscient que est-ce qu'à cause des gens qui y font ou est-ce qu'on peut appuyer tout genre d'activités dans différents paysages, environnement rural, environnement urbain, sans crainte d'être arrêté par la police. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Troy. Excellente présentation, bon contenu. Je pense que tu as donné à nos participants, donne beaucoup à réfléchir et que traditionnellement, on pense aux évidences de mettre l'accent sur les endroits comme la notion de récupérer ces messages très importants. Dans les 8 que ma préférée, ça a été dans ce qui va venir, c'est dans les cours. Merci. Donc, je pense qu'on est à l'heure. Donc, je vais vous demander, ceux qui ont à poser des questions à Troy et au prochain conférencier, de le faire dans la boîte chat ou dans questions et réponses. Donc, passons maintenant à le prochain conférencier. Heather est directrice et membre fondatrice de Outdoor Play Canada, aussi directrice générale des services communautaires de protection de la ville de Fort Saskatchewan. Avant ça, elle était à Calgary, où elle a contribué au développement de l'accès aux jeux, y compris participer à la conférence internationale de l'Association du jeu. Elle a créé un jeu mobile, un terrain de jeu mobile de Calgary et elle a été aussi présidente de l'Association des loisirs des parcs de l'Alberta. Donc, welcome, bonjour à toi et bienvenue ici, Heather. Merci. Merci à Troy pour cette présentation. Je pense que la mienne va suivre très bien. Je suis Heather et je suis une des 9. Je vais vous parler de le jeu à l'extérieur au Canada et comment promouvoir, protéger et préserver l'accès aux jeux dans la nature et à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs années, je suis instrumental à cette organisation. Donc, notre mission, c'est de promouvoir, de protéger et préserver l'accès aux jeux dans la nature et à l'extérieur en plein air pour tous les gens au Canada, qu'on soit des adultes ou des enfants. Merci. Prochaine diapo. Bon. Notre vision, c'est d'avoir galvanisé le jeu à l'extérieur. Donc, ça, c'est notre équipe de leadership. Je montre qu'il y a des gens très importants là-dessus.
Marc Tremblay, et vous avez remarqué que je suis la seule qui n'a pas de doctorat. Et mon rôle est de garder tout le monde humble. Encore une fois, la recherche est dans le domaine. Prochaine diapo. Donc, juste revenir aux avantages du jeu en plein air. On sait que quand les enfants, par exemple, se déplacent davantage, jouent plus longtemps, et ils savent jouer, et ça réduit le stress. Et ils doivent développer ce sens du risque, mais aussi de leur sécurité. Mais un style de vie actif aide la pression sanguine, la respiration et la réglementation. Et c'est une façon de réduire le stress. Comment on peut aller jouer dehors? Mon fils se sentait toujours mieux quand il pouvait aller jouer dehors. Et ça développe la musculature, la respiration, etc. Donc, c'est arrivé en 2019. On avait un énoncé de position sur le jeu à l'extérieur. Pourquoi il était si important de jouer en plein air? Que c'était essentiel au développement des enfants et on a vu que le risque est essentiel dans le développement des enfants partout, dans tous les contextes, à la maison, à l'école, dans les garderies, dans les communautés et dans la nature. Joe a parlé de la façon de galvaniser la ville de Calgary. Et il y a une fondation qui est venue avec de l'argent pour faire un projet à travers le pays et ils voulaient mettre leur argent où ça allait rapporter davantage, faire de la recherche sur ce qu'on peut faire à travers le pays en termes de plein air. Il y a 1600 personnes qui ont contribué et 400 qui supportent cet énoncé de position à travers le Canada. Donc, ça a été un bon outil pour lancer la conversation et entamer un dialogue sur l'importance du travail dans la nature et en plein air, du jeu dans ces espaces. Donc, les priorités sur lesquelles on a travaillé au cours des 2 dernières années, ça a été de mettre à jour notre énoncé de position. Quelles sont nos priorités en ce qui a trait au jeu à l'extérieur ou en plein air? Et différentes organisations à travers le pays et dans le monde qui regardent à nos priorités ici au Canada. Est-ce qu'on peut revenir? OK. Donc, il y a 9 priorités qu'on a sorties. Par exemple, la diversité dans notre pays. Donc, on doit avoir ces connexions entre secteurs dont Jean a parlé. Développement personnel, explorer davantage l'équité, la diversité, l'inclusion, des barrières dans les systèmes en termes d'équité. La COVID-19. Et j'aime ce que Troy a dit aussi, comment la sécurité et le jeu à l'extérieur, la recherche est là. Et le risque est plus faible et presque négligeable. La santé, le bien-être et le développement, la recherche et la collecte de données et le jeu à l'extérieur. Donc, beaucoup de travail qui a été fait à travers le pays avec plusieurs personnes qui ont contribué. Et on commence maintenant à voir des résultats. Donc, Troy a parlé. Je veux juste ajouter un peu que avec la réouverture
du plein air au Canada de donner. On ne savait pas qu'est-ce qui était sécuritaire, ce qui n'était pas. En 2020, Toronto avait eu la plus grande expansion. Maintenant, il y a 25 km de nouvelles pistes cyclables qui ont été installées. Par exemple, à Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal. Je pense que l'autre problème, c'est que pour parce que tellement de gens dehors qu'on devait trouver des façons d'accueillir ou de recevoir tout le monde. Et comment? Troy en a parlé. On dehors, travaille avec les familles, les amis. Mais on doit avoir ces espaces et l'accès aux espaces à l'extérieur. C'est des exemples de différentes villes qui ont été faits pour. Donc, la photo en haut, c'est la rivière. On a une possibilité de patiner et beaucoup ça ne fait pas de tort aux poissons. En termes d'équité et d'inclusion, ça permet à tout le monde a accès à cette patinoire à l'extérieur. Et les choses qu'on essaie de faire. Troy a parlé de Yarn. On a commencé par la communauté, une façon de connecter en peinturant des roches. On a presque 1 kilomètre que les gens ont peinturé, les enfants, les adultes, juste pour se connecter ensemble. Et donc, les travaux publics les ont mis à l'hôtel de ville comme exemple du travail, cette création communautaire. Enfin, c'est Parc national, qui est à peu près à 25 minutes de Fort Saskatchewan. Un bel endroit pour aller l'été, pour faire du ski en hiver. Et on a maintenant une patinoire aussi au cours des 2 derniers hivers, ce qui donne l'occasion d'aller dehors, de jouer dehors. Donc, quelques considérations en ce qui a trait à la diversité, à l'inclusion. C'est l'accès aux espaces naturels. Une des priorités, c'était justement de répondre à ce besoin d'équité, de diversité, d'inclusion dans le jeu en plein air. C'est des problèmes de santé publique, des efforts du gouvernement fédéral pour répondre à ces problèmes et l'engagement du Canada à faire avancer les buts de développement durable des Nations unies. Donc, ce sont des points sur lesquels on porte notre attention, on fait des efforts et on veille à ce que notre terrain n'est pas juste. Prochaine diapo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un sondage national auprès des enfants et des jeunes, que les enfants et les jeunes sont plus portés à jouer à l'extérieur. Mais, par exemple, donc, ce qu'on sait, c'est que la densité urbaine est un facteur aussi. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans des appartements qui ont accès à un parc à moins d'1 kilomètre d'où ils demeurent. Donc, les espaces à l'extérieur sont importants. Donc, certaines considérations
qu'on a tous connu, je pense. C'est comment faire l'entretien des espaces naturels. Les gens vont dehors et c'est une bonne chose. Ça crée aussi certaines tensions entre la prévention de la propagation, mais aussi de l'utilisation des espaces. On a eu, par exemple, des exemples l'hiver dernier de membres de la communauté qui n'étaient pas contents du fait que les gens étaient dehors et qu'ils ne portaient pas de masque sur leur piste de ski de fond. Donc, on essaie d'identifier les meilleures pratiques dans ce domaine. Donc, essayer de détruire l'environnement. Donc, les 5 principales façons. Donc, je suis de l'Alberta et on nous a contactés par le gouvernement au début de la pandémie, comment notre association traitait avec les gens en plein air et à l'extérieur, et si on pouvait avoir des fonds supplémentaires pour pouvoir faire face à cette augmentation. Et le gouvernement de l'Alberta a facturé parce qu'il y avait tellement de gens qui allaient dans les parcs provinciaux et ils ne pouvaient pas entretenir les toilettes à l'extérieur. Donc, l'association, notre association a créé un énoncé de position disant que pour être équitable et durable, il fallait que ça soit fait au départ et qu'il n'y avait aucune raison de surfacturer les gens pour avoir accès. Donc, on a créé notre énoncé de position encourageant le gouvernement à s'assurer qu'il continuait à donner accès à tous sans frais supplémentaires. Et on a continué. Donc, on est tout à fait con, mais on veut être respectueux. Donc, c'est un peu comment on a répondu à cette façon de faire du gouvernement. Développement, cet énoncé dans 9 domaines. On a rencontré des gens et je suis content du travail qu'on a fait au cours de cette approche vraiment canadienne dans le secteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans notre ville de 25 000 habitants? On va développer notre premier terrain de jeu naturel en partenariat avec la ville et l'industrie. Donc, c'est un bon projet. On va aussi ouvrir un projet en partenariat avec Canadian Tire. Et aussi, on cherche aussi des espaces d'apprentissage pour les Autochtones à l'extérieur. On est au tout début de la planification dans ce domaine. On va rencontrer cet après-midi au sujet du terrain de jeu à l'extérieur. J'ai mis cette citation qui parle de comment développer ce sens communautaire et de voisinage. Et c'est un de nos... On a des kilomètres de pistes dans la ville, le long de la rivière de Saskatchewan. Donc, et débarqué de son camion, il est allé voir la petite fille, puis il lui a
qu'on prend notre travail très au sérieux, mais on veut aussi travailler au développement communautaire. On fait présentement une enquête sur le jeu en plein air pour les enfants et les jeunes. Et la demande augmente. On sait que les principales barrières, c'est de maintenir un protocole sécuritaire pour les enfants et les jeunes contre la propagation de COVID. On a un énorme effort pour appuyer les parents, les encourager à amener leurs enfants pour jouer dehors. Qu'est-ce qui est à l'horizon? Ce qu'on peut voir, c'est que le centre de la commission de la capitale nationale veut devenir un espace pour et on est vraiment excité par ce projet et on veut appuyer ce projet. Enfin, joignez-vous à nous, devenez membre et si vous avez besoin d'informations, de recherche et demeurer au courant et reconnaître les opportunités. Et on essaie de décider si on est devenir une organisation plus formelle ou moins structurée. Donc, on passe à travers des périodes de croissance. Donc, merci à tous et j'ai hâte de voir ce que notre prochain conférencier a à dire. Merci. Sur l'expérience pratique, aussi l'importance où nos participants peuvent réfléchir sur votre énoncé de notre politique. Et ça appuie l'Association internationale du jeu. J'aimerais dire aussi que beaucoup de gens sont avec la socialisation. Donc, merci. Enfin, en dernier, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter Dawn Carr. Plusieurs la connaissent. Connaissons la contribution à la communauté des parcs du Canada. Elle a été directrice du Conseil canadien des parcs, a été la première femme à occuper ce poste. Et plus récemment, elle a pris un nouveau défi. Elle est la directrice de la stratégie de conservation de la nature du Canada. Dawn est aussi une voix sur la nature par la collaboration et le leadership au Canada et à travers le monde. Elle le fait en accélérant l'impact de la conservation, en favorisant des partenariats de conservation des terres privées et communautaires au plan national et international. Donc, merci, Dawn, d'être avec nous et à toi. Merci, Joe. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt aux conférenciers précédents et je continue d'apprendre des choses. Je suis toujours intéressé. Je suis toujours optimiste. Donc, on a appris beaucoup de choses au cours des dernières années et j'espère que mon exposé va se concentrer sur ce que j'ai appris au cours des dernières années. Je suis contente d'être ici et merci de m'avoir invité. Et comme vous savez, j'ai mis 2021 alors qu'on est en 2022. Donc, passons tout de suite à la prochaine diapo. Donc, juste pour donner un aperçu de ce que je vais faire au cours des prochaines 10-15 minutes. D'abord, c'est une perspective un peu différente de ce que Troy et Heather ont présenté. C'est un peu le travail que j'ai fait au cours des 20 dernières années dans le domaine des parcs et de la nature.
c'est le travail au plan national, provincial et international aussi, et les partenariats qu'on a eus avec la CPL. Et on travaille tous vers les mêmes objectifs. Et COVID-19 a souligné certains points très importants. Et je continue à apprendre l'importance de demeurer connecté. Une des choses que j'ai appris, ce qui m'a ce qui fait ressortir comment on est interconnecté. Et je sais que Troy et Heather ont fait ressortir l'importance de travailler ensemble, de collaborer, et que c'est essentiel pour mieux travailler. Et pourquoi c'est important? C'est COVID-19. J'ai travaillé avec les parcs et j'ai appris des choses. Et ce que j'ai appris dans les coulisses, alors qu'on essayait de savoir quoi faire face à cette crise et ces changements qui nous ont été imposés. J'ai parlé des impératifs de la politique de convergence et aussi comment il y a des occasions de faire les choses différemment en développant notre collaboration. Prochaine diapo. Ceux qui ne savent pas, c'est que c'est juste un peu pour les panélistes. Il y a 20 ans, j'étais gradué de l'Université de Waterloo et Troy et moi, on a travaillé ensemble. Je ne suis jamais devenu docteur, mais c'était très extraordinaire de travailler avec lui. Et j'ai appris à connaître Heather Cowie à travers le collège. Je veux juste souligner le travail que j'ai fait à CPRA. Et il y a comment créer du soutien des espaces en plein air. Et on travaille peut-être à différentes échelles, nationalement ou autrement. Mais le travail qu'on fait nous rapproche les uns les autres. Je continue à apprendre chaque jour et en travaillant avec différentes organisations. Et je continue à être très connecté. Et parfois, ça me mène dans des endroits difficiles. Mais je travaille dans le domaine de la conservation. Mais je sais que la conservation et la biodiversité n'est pertinente que si on parle quand on est connecté avec des gens qui ont les mêmes valeurs et de pouvoir travailler ensemble pour le bien-être. Je veux juste encourager tout le monde à se connecter dans ce domaine. J'aime cette diapo parce qu'il n'y a pas de mots, mais ça montre les couleurs. Et juste pour illustrer le contexte dans lequel je me trouve, le vert sur cette carte sont les parcs nationaux, provinciaux et territoriaux et sont très importants pour conserver la biodiversité au Canada. Et le reste sont des endroits importants qui ne sont peut-être pas la protection de conservation. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de se connecter avec la nature, tout ça, tout ce que vous voyez ici,
c'est important. Mais ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on vit tous les jours spécifiquement, mais c'est là et c'est important. Et par le travail qui se fait dans les municipalités et par les autorités régionales, on apprend comme Canadiens l'importance de l'environnement pour notre bien-être et notre santé. Ça, c'est une carte récente. Je pense que c'est un bon titre. Directrice de la conservation. Qu'est-ce que ça veut dire? Où je pense toujours, c'est comment on peut faire ces endroits, ces parcs importants, que ce soit des grands parcs ou des petits parcs, comment les rendre plus pertinents, comment démontrer leur importance pour continuer à développer notre amour pour la nature. Comment on voit en bas à gauche l'accès, 90% de où vivent les Canadiens. C'est que la CPL existe, où 90% des gens vivent. Donc, comme organisation, juste en termes de où on passe notre temps et les endroits qu'on fournit pour des occasions d'apprendre, sont très semblables. On est au même endroit, dans les mêmes espaces, et on peut fournir des soutiens pour ces occasions d'apprendre, mais on ne se trouve pas toujours en contact les uns avec les autres. Donc, je veux souligner cette importance de la collaboration. Donc, je vais y revenir dans un instant, mais COVID-19 nous a amené à penser à l'importance de comment gérer le changement et profiter du potentiel de croissance. Et toujours étant optimiste dans mon travail, c'est que comment on peut développer notre potentiel? Comment pouvons-nous être meilleurs? Donc, on peut faire des projets au centre, oui, des initiatives. Et il y a quelques années, je travaillais avec une organisation et on parlait des systèmes. Et ce que j'ai aimé dans cette idée, c'est que quand j'ai commencé dans ma carrière, je pensais autour d'organisations et je pensais que c'était mon système. Et je fonctionnais à l'intérieur de cette organisation. Mais au cours des années, j'ai appris que le potentiel peut se trouver à l'extérieur ou à l'intérieur de l'organisation. Et personne ne travaille en vase clos. Et les occasions existent à l'intérieur et à l'extérieur. Et trouver d'autres systèmes plus grands. L'impact de COVID-19, je dirais, je pense que c'est des enseignes qui sont mises par l'Association des parcs, qui a été mise en place en mars 2020. C'est comment différentes organisations ont réagi. On a, par exemple, que je travaillais au niveau national, on se rencontrait une fois par semaine et parfois une fois par jour. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce problème? Comment est-ce qu'on atténue les risques? Comment est-ce qu'on communique efficacement avec des gens qui ont besoin qui veulent visiter nos espaces? Qu'est-ce qu'on leur donne comme ligne directrice? Qu'est-ce que nos enseignes devraient dire? Et c'était au début, on parlait de distanciation sociale. Comme Troy l'a souligné, on doit éviter ce langage.
qu'on a su, ce qu'on a appris, c'est que les gens ont besoin d'être ensemble. Et que les seuls endroits où c'était possible de se réunir en toute sécurité, c'était à l'extérieur. Et comment garder les gens en sécurité? Ici, on voit des cercles, par exemple. Mais COVID-19 a montré l'importance incroyable d'être dans la nature, d'avoir des occasions de passer du temps ensemble à l'extérieur. Et vous savez tous que on a tous dans nos organisations appris à comment gérer l'accès à l'extérieur d'une façon à ce qu'il fonctionne pour tout le monde, pour les différents secteurs, les agences et organisations, pour montrer les objectifs de santé et de bien-être. And so this just Donc, leads into this idea of ça nous amène à parler des impératifs de convergence des politiques. Et où je me trouve présentement, et probablement plusieurs d'entre vous, il y a tellement d'importance qui a été accordée au fait qu'on travaille une perte de biodiversité et de changement climatique. Et c'est une menace, mais de plus en plus, je pense que ce qui arrive avec COVID-19, et on le voit de plus en plus, c'est que c'est connecté avec la santé humaine. Et l'avantage d'être en connexion avec la nature est incroyable. C'est très bon pour la santé. Tellement d'avantages. Le changement climatique est quelque chose auquel on fait face. Et tant en termes de structure, d'organisation, au niveau personnel, dans nos actions quotidiennes, et la perte de biodiversité, les gens sont de plus en plus conscients de ça. Il y a des politiques et des façons de diriger nos affaires qui peuvent permettre d'atténuer et comment on peut, par votre travail, vous pouvez changer les choses. I'm trying to recall what I do have on the next slide. MJ, help. There we are. Bon. Donc, je reviens à cette idée des impératifs et où je me trouve maintenant dans la conservation de la nature. C'est une étude de cas où comment une façon de penser stratégique. Si vous travaillez avec une organisation qui veut aller de l'avant, la façon dont je le vois maintenant et le travail que je fais présentement, c'est de développer un plan stratégique pour vos programmes. Et pour notre façon de voir, notre vision, c'est qu'avec la nature, on va développer un monde prospère. Et comment mesurer. Et en regardant tout ça, on a une meilleure compréhension plus large de la contribution et du rôle qu'on peut jouer dans le système, l'ensemble du système canadien et international. Et quand on met l'accent sur la conservation, on ne peut pas séparer la conservation d'autres objectifs, surtout à la lumière de ce qu'on connaît avec COVID. Donc, si on parle de façon stratégique, si vous regardez de façon stratégique au travail que vous faites, quand je parle de potentiel, il s'agit, je l'ai écrit ici, c'est le potentiel qui est connecté à la capacité de faire une contribution bénéfique à un travail, à un système plus grand. Ce qu'on veut faire, c'est de trouver des moyens pour faire notre contribution plus en harmonie avec un système plus grand, plus large. Façon de le faire, et certains des exemples que vous voyez ici
c'est ce qui a trait à l'agent, aux objectifs de 2030. Et je pense que c'est un très grand niveau. C'est d'essayer de mobiliser les gens au plan international. Vous travaillez en communauté ou à différentes échelles, de mobiliser l'action. Et si on a ces objectifs et ces buts pour travailler ensemble, on va obtenir une carte routière pour vers la prospérité. Et on travaille tous ensemble à protéger la biodiversité et on aide à faire face au changement climatique. Donc, les avantages de protéger la nature sont en ligne avec les objectifs d'un développement durable. Et c'est ici que tout est interconnecté. Il y a toutes sortes d'avantages qui résultent de notre connexion avec la nature et la protection de la nature. Et quand on pense aux systèmes intégrés avec lesquels on travaille, comment on peut prochaine diapo. Donc, quand on regarde à la collaboration et aux politiques, les impératifs de politique au niveau provincial, local, national, international, ce qui ressort, c'est les nouveaux amis qu'on se fait et nouvelles occasions qu'on a de travailler avec d'autres, à partager nos idées. Et quand on parle et on travaille avec si on connecte avec la nature, on peut voir ces avantages et que beaucoup d'occasions, d'opportunités de travailler ensemble. Donc, je suis content d'être ici et c'est la fin de ma présentation. Et maintenant, peut-être des questions. C'était un honneur d'être avec vous et de partager mes idées avec eux. Merci, Don. Si tu veux rester à l'écran, j'ai aussi demandé à nos autres conférenciers de revenir à l'écran. On a 3 minutes de la fin officielle. On va peut-être dépasser un petit peu juste pour s'assurer qu'on couvre toutes les questions importantes qui ont été posées. Donc, allons rapidement aux questions. Donc, ensuite, on reviendra à Mike et Christophe pour clôturer. Donc, Troy, une question pour toi de Sean Ferguson. Heather en a parlé aussi dans son exposé, les barrières. Par exemple, les règlements locaux. Est-ce que tu as des commentaires ou des idées ou des observations sur comment les gens qui établissent des politiques peuvent répondre à ces restrictions venant d'autres secteurs? C'est un grand défi. Je pense que c'est une bonne question. Et comment il se fait que des individus dans certaines positions, je pense que je n'ai pas vraiment de solution pour ça, mais des changements temporaires et des changements à plus long terme, encourager des prises de décision et des interventions de la base vers le haut pour obtenir des changements. Par exemple, les pistes cyclables, des choses comme ça qui ressortent au cours de la pandémie. Donc, c'est difficile. Je ne sais pas vraiment comment répondre à la question, mais je pense qu'à long terme, l'avantage, c'est les avantages vont passer les contraintes. Merci. Heather, est-ce que tu veux répondre? Oui, une des choses c'est la gestion du risque dans les départements et comment démontrer qu'on est en charge du risque, on est prêt à assumer les risques et en termes de partenariat et collaboration. John, une question aussi. Lisa McLaughlin, c'est quoi le rôle, la responsabilité dans un contexte partagé entre les groupes de citoyens qui veulent favoriser l'accès aux espaces publics et les mouvements récréatifs à l'extérieur
et les gouvernements locaux, comment devraient-ils travailler ensemble et partager les responsabilités? Merci, c'est une bonne question. Et je pense que c'est vraiment un prolongement de ce que le secteur a toujours fait et que c'est toujours services ont toujours cherché à converser, à dialoguer avec les autorités locales et engager des groupes communautaires. Parce qu'il faut se rappeler que le développement des programmes pour ces groupes, donc toute la consultation et la collaboration est essentielle pour ce que la plupart des services récréatifs font depuis toujours. Donc, c'est une façon de s'assurer que c'est bien structuré. Et une autre chose que peut-être Troy et Adrien en ont parlé, c'est la pandémie a forcé les services récréatifs à être plus collaboratifs avec les autres juridictions. Par exemple, santé publique, on est obligé d'utilisation des installations récréatives pour des sites de tests COVID et des extensions des services sociaux et tout l'inventaire des systèmes de soutien à la santé. Donc, il y a beaucoup des choses qui sont déjà en place. Donc, c'est un peu faire avec la communauté ou aussi avec les autres secteurs en termes de planification. Merci, John. D'autres commentaires? Troy, peut-être? Non? Non? Parfait. Don, une question pour toi. Toute la notion de collaboration et de gestion du changement, par exemple, comme potentiel de croissance, ça fait partie de ton exposé. Et c'est une des préoccupations, comment promouvoir la collaboration entre secteurs. Qu'est-ce que tu peux donner des exemples de où ça s'est produit de façon efficace entre, par exemple, les gens qui sont en charge de l'extérieur, des parcs, etc. As-tu des exemples? Ben, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est les parcs pour tous. Je pense que c'est une initiative qui, c'est le genre de problème auquel on doit faire face avec beaucoup d'humilité parce que toute façon de collaborer est diffère d'une façon à l'autre. Et il n'y a pas une seule façon de faire tout ça. Je pense que Parc pour tous a été une organisation différente où on s'est tous réunis au début en prenant responsabilité. Personne n'avait un agenda. Et je pense que c'est un excellent exemple. Ça a amené toutes sortes de perspectives ensemble. Merci, Dan. Une dernière observation, c'est que Troy, ton exposé, était excellent dans la perspective de gérer comment travailler au niveau micro, au niveau du quartier ou du voisinage. Et comment élargir ça à une échelle plus grande, au niveau de la ville, par exemple, au niveau de la région. Donc, peut-être, Roy, est-ce que tu pourrais parler de cet aspect? On a déjà dépassé notre temps. Donc, à toi, Troy. Je pense que c'est une question d'échelle et comment on appuie ce qui se fait au niveau de la base. On peut le développer à chaque niveau un peu plus haut à chaque fois. Merci. Merci à vous tous. Je remets la parole maintenant à Mike pour un dernier mot et Krista. Donc, merci tout le monde. Merci, Joe. Au nom du Conseil, merci à tout le monde et à tous nos présentateurs et à nos partenaires. Je ne veux pas résumer tout ça parce qu'il y a tellement qui a été fait, qui a été dit. Et je pense qu'on a eu un excellent panel aujourd'hui. Une des choses que j'aimerais dire,
c'est que dans ma perspective en tant que président du conseil, et je sais que je parle au nom de tout le monde, que cette discussion nationale est possible. Je pense qu'on avait 212 participants aujourd'hui et c'est le genre de travail qu'on a décidé de faire, de partager l'information et notre association provinciale territoriale. Donc, merci à tous d'avoir participé et merci à tous ceux qui ont contribué. Donc, merci à tout le monde, à tous les conférenciers et je veux juste ajouter que notre vision commune, c'est que, donc, merci. On espère que notre vision va sortir au printemps et qu'on aura l'occasion de vous fournir plus du contenu axé sur nos voisinages. Et on va regarder comment appuyer les gens qui travaillent dans des voisinages et comment les gens qui appuient ceux qui vivent dans ces voisinages et comment vous donner des idées, comment développer la vie communautaire, encourager les voisins et être plus actifs comme groupe de voisins. Donc, ça va être une excellente façon de... Donc, on travaille à finaliser tout ça et on va vous le présenter le plus tôt possible. Donc, merci à tous. Je vous rappelle d'aller voir sur le banc. On va avoir vos rétroactions, vos commentaires et joignez-vous à nous. Donc, on vous enverra un sondage à la fin et on va avoir vos commentaires et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde à l'avenir. Tout ça va être sur le banc très bientôt. Et tout ça a été enregistré. Et enfin, un dernier atelier de cette série, ça va porter sur la technologie. On veut que ce soit vers le milieu de février, mais je pense qu'on va le reporter un peu plus tard vers le début de mars. Donc, ce sera sur la technologie. C'est tout. Et encore une fois, merci à tous, à nos conférenciers d'aujourd'hui pour leur temps et leur expertise et pour Joe, pour sa perspective et à mes collègues MG, François, pour leur appui aujourd'hui. Merci à tous. Merci à tous. Bye. Merci à tous. Merci à tous les participants. Merci à tous les conférenciers. Merci. Merci à toute l'équipe. Comme le disait Christa, vous allez avoir un sondage à remplir. Nous aimerions avoir votre évaluation. Merci. L'enregistrement sera disponible sur le banc dans quelques jours, donc le banc acpl.ca. Le prochain webinaire, la date va probablement changer pour le début mars. Ce sera sur la technologie, nouvelles frontières dans les loisirs et le sport communautaire. Donc, merci à tous. Au revoir. Merci. Thank you. Good job, everybody. Heather, you're on mute. Troy, you